J'ai toujours su que quelque chose manquait. Ce n'est pas une phrase facile à admettre, surtout quand on a, sur le papier, tout ce qu'il faut, un cabinet d'avocats dans le 6 arrondissement de Lyon, une famille respectable, un appartement de 120 mètres carrés au bord du parc de la Tête d'Or, et des tailleurs Hermès que je n'ose même pas porter en audience. Mais voilà. L'élégance, les dossiers, les rendez-vous chez le notaire, les dîners à la brasserie Bocuse, tout cela sonnait creux. Comme si j'empruntais une vie que d'autres avaient choisie pour moi. C'est dans ce vide que je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Anaïs. J'y descendait les pentes de la Croix-Rousse un jeudi matin de janvier, frigorifié, le pas rapide, pressé de rejoindre un client à la préfecture. Mon écharpe me couvrait la moitié du visage. Le trottoir glissait. J'ai failli tomber juste devant sa porte. Elle l'a ouverte à ce moment précis. Comme dans un film trop bien écrit. Une odeur de café brûlé, de levain chaud. Le genre d'arôme qui vous saisit le cœur avant même que l'estomac ne comprenne. Vous allez bien? Vous avez failli vous tuer, madame. Elle avait un accent léger, peut-être du sud-ouest, un visage nu, sans maquillage, et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux, d'un vert si clair qu'ils m'ont coupé dans mon élan. J'ai bredouillé un « tout va bien, merci », remis mon sac sur l'épaule, et j'ai voulu fuir. Mais j'ai tourné la tête. Je l'ai regardée à nouveau. Et c'est là que tout a commencé. J'avais 47 ans. Elle, je l'ai su plus tard, en avait 29. Un monde. Une génération. Un gouffre social. Elle venait d'ouvrir une petite épicerie-boulangerie bio, dans une rue que je n'aurais jamais explorée sans cette chute manquée. Le genre d'endroit où l'on vend du pain au levain, des huiles d'olive de petits producteurs corses, et des pots de confiture avec des étiquettes manuscrites. La semaine suivante, j'y suis retournée. Sans raison valable. J'ai acheté une miche que je n'ai jamais mangée. J'ai regardé ses mains, ses ongles courts, tachés de farine. Je me suis sentie idiote, vieille, déplacée. Mais vivante. Elle s'est souvenue de moi. Vous n'êtes pas tombée cette fois. Je n'ai pas su quoi répondre. Je crois que j'ai souri. Et je suis repartie. Ce jeu absurde a duré 2 mois. 2 mois à descendre, par hasard, les pentes. À acheter du pain, des œufs, une tarte aux pommes qu'elle faisait elle-même. À chercher son regard, son rire, à espérer un mot de plus, une phrase, un indice. Je n'avais jamais regardé une femme de cette façon. Ou plutôt. Je n'avais jamais admis avoir regardé une femme de cette façon. Si vous avez entre 45 et 75 ans, cette chaîne a été créée pour vous. Chaque jour, nous publions 2 nouvelles histoires vraies et bouleversantes. Des récits intimes sur l'amour entre femmes, les silences de famille, les héritages et les choix qui changent une vie. Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à Plume d'Amour et activez la cloche de notification. Ce que nous racontons ici, ce sont des émotions vraies. Des histoires qui touchent le cœur. C'est un dimanche que tout a basculé. J'étais censée déjeuner chez mes parents, à Écully. Mais j'ai fait demi-tour sur la 6. Une crise d'angoisse, un refus muet. J'ai laissé un message sur le répondeur, je suis coincée au cabinet, je vous embrasse. Et je suis allée chez elle. Elle avait laissé la porte entr'ouverte. C'était le jour de la galette des rois. L'odeur d'amande grillée m'a enveloppée comme une caresse. C'est vous, la fausse avocate pressée? Vous venez enfin me dire ce que vous cherchez ici? Je suis restée figée sur le seuil. Les mots m'ont brûlé la gorge. Je ne sais pas. Elle a haussé les épaules, s'est essuyé les mains sur son tablier, et a dit « Entrez alors. On verra ensemble. » Je n'avais plus de certitude. Juste des tremblements. Et l'envie, violente, irrationnelle, de la toucher. De l'embrasser. De disparaître dans ce monde à elle, fait de farine, de chaleur, de douce lumière naturelle. Elle m'a proposé du café. Je n'ai pas répondu. Elle s'est retournée. Et j'ai dit « Je crois que je suis amoureuse de vous. » C'était une folie. Une trahison de tout ce que j'étais. Une phrase arrachée à un monde interdit. Elle s'est approchée doucement. Elle a posé sa main sur ma joue. Elle a murmuré. Moi aussi. J'ai pleuré. Comme une enfant. Ce jour-là, je suis restée des heures dans son arrière-cuisine. On n'a rien fait. Pas de geste, pas de baiser. Juste 2 femmes assises sur un tabouret, une main posée sur l'autre, dans un silence qui disait tout. Je n'avais jamais ressenti cela. Pas même avec François, mon ex-mari. Pas avec mes collègues, ni mes amis, ni même ma psy. Anaïs ne cherchait rien. Pas d'argent, pas d'ascension. Elle vivait avec 1 000 € par mois, elle portait des pulls reprisés, elle se foutait de mon nom, de mon titre, de mon passé. Elle me regardait.
Moi, Claire. Sans les artifices. Et ça m'a fait peur. Viscéralement. Le lendemain, j'ai tout haï et je ne suis pas descendu à sa boutique. Je n'ai pas répondu à ses messages. Je me suis jeté dans le travail comme une noyade volontaire. Plaidoirie à Villeurbanne, rendez-vous avec un notaire à Caluire, audience au prud'homme. Mais son visage me hantait. Sa voix, sa main, sa chaleur. Et la nuit, je rêvais d'elle. Le jour, je faisais semblant. Puis, un matin, j'ai reçu une enveloppe. Sans timbre. Déposée à la main au cabinet. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à l'encre noire, sur un papier crème. Tu mérites de t'aimer. Même si c'est moi. Mon cœur s'est effondré. Et je me suis dit, je ne peux plus reculer. J'ai relu la lettre au moins 10 fois. Ces mots simples. Tu mérites de t'aimer. Même si c'est moi. C'était logé dans un coin de mon poitrine comme une écharde douce, impossible à ignorer. Je suis resté au bureau plus tard ce soir-là. J'ai laissé passer les collègues, les bruits de pas dans le couloir, les portes qui claquent. Et quand tout fut enfin silencieux, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris mon manteau, et j'ai marché. Pas vers chez moi. Vers chez elle. Les rues de la Croix-Rousse étaient calmes, presque désertes, traversées seulement par le frisson de février. J'avais le cœur battant, la gorge serrée. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Je savais seulement que je ne pouvais pas vivre une vie entière en fuyant ce regard. Quand je suis arrivé devant sa boutique, la grille était baissée, bien sûr. Il était 22 heures passées. Mais la lumière de l'arrière-cuisine était allumée. J'ai hésité. Puis j'ai tapé doucement à la vitre. Une fois. 2 fois. Elle a mis quelques secondes à apparaître. Elle portait un vieux pull gris, les cheveux noués à la va-vite. Lorsqu'elle m'a vu, elle n'a rien dit. Elle a juste ouvert la porte. L'entertainment. Comme si elle m'avait attendu toute la soirée. Je ne sais pas ce que je fais, ai-je dit. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a murmuré. Tu le fais. Cette nuit-là, j'ai dormi chez elle. Ou plutôt. J'ai dormi avec eux. Elle est. Je pourrais mentir. Dire que tout s'est passé dans la retenue, le respect, la pudeur. Mais ce serait trahir la vérité. La vérité, c'est que c'était animal. Brute. Beau. Ses mains sur ma peau, sa bouche contre mon cou, mes jambes tremblantes autour de sa taille. C'était la première fois de ma vie que je faisais l'amour sans penser à ce que je devais être. Sans réfléchir à ce que l'autre attendait. Sans jouer aucun rôle. Je n'étais ni brillante, ni forte, ni raisonnable. J'étais moi. New. Humane. Vivante. Le matin, je l'ai regardée dormir, blottie contre moi comme un chat de ruelle. Et j'ai compris que plus rien ne serait jamais pareil. Mais dans la lumière du jour, le doute est revenu. Quand je suis sortie de chez elle, peu avant 8 heures, les commerçants ouvraient leurs rideaux métalliques. J'ai croisé un homme que je connaissais, Maître Lenoir, un avocat de la cour d'appel, ami de mon père. Il m'a vu sortir de cette ruelle, les cheveux décoiffés, le regard fuyant. Je suis rentrée chez moi en courant presque. J'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai peur. J'ai repris le contrôle. Ce jour-là, j'ai appelé un client richissime que je n'avais pas vu depuis 6 mois. Je lui ai proposé un déjeuner au restaurant Marguerite, dans le 8. Un de ces endroits où l'on peut parler de fraude fiscale en toute discrétion. Je me suis maquillée. J'ai mis ma robe noire cintrée. Et j'ai fait semblant d'être Claire de Montvallon, avocate spécialisée en droit patrimonial, experte en stratégie successorale. Mais au fond, j'étais vide. J'étais ailleurs. Avec Anaïs. Elle m'a écrit 2 jours plus tard. Texto. Court, je ne veux pas t'obliger. Mais je ne veux pas me perdre non plus. Je l'ai lu en boucle, incapable de répondre. Comment lui expliquer? Qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas dire à mes parents, que mon nom était une cage dorée, que j'avais vécu 40 ans sous l'œil des autres et que sortir de ce rôle me terrifiait. Et pourtant, je voulais la revoir. Je n'avais jamais désiré quelqu'un comme ça. Alors j'ai proposé un lieu neutre. Une brèche dans mon monde trop ordonné. Viens à Annecy. Juste un week-end. Elle a accepté sans poser de questions. Nous sommes partis en voiture, un samedi matin de mars. Je conduisais. Elle chantonnait, pieds nus sur le tableau de bord, un sachet de croissant entre les jambes. À Annecy, j'avais réservé un petit hôtel discret, au bord du lac. Le genre de lieu où les couples se retrouvent sans être vus. Ces 2 jours furent un rêve. On a marché dans les ruelles du vieil Annecy, on a mangé une tartiflette brûlante dans une auberge bondée, on s'est embrassé sur une passerelle, ivre de vin et de froid. Dans la chambre, elle riait, elle dansait, elle me disait des choses simples. Tu sais que tu fais une drôle de tête quand tu dors? Je répondais en lui mordillant l'épaule. Mais dans le miroir, je ne me reconnaissais plus.
Et c'était la meilleure sensation du monde, quand nous sommes rentrés à Lyon, je me suis crue prête. Prête à affronter, à nommer, à dire mais j'avais sous-estimé la violence des habitudes, et celle des origines, tout a explosé un soir de Pâques, nous étions chez mes parents, à Écully. Le salon sentait le flanc parisien et les roses anciennes. Mon père parlait de fiscalité. Ma mère monologuait sur les déboires conjugaux de la cousine Solange, j'étais assise là, entre deux mondes, celui où j'étais N et E.et celui que j'avais goûté, et soudain, la phrase m'a échappé, J'ai rencontré quelqu'un, ma mère s'est figée. Mon père a haussé un sourcil, oh, c'est nouveau, ça, Elle s'appelle Anaïs, silence, glacial, tranchant, puis ma mère a dit, d'un ton feutré. Tu veux dire, une amie? J'ai relevé les yeux, j'ai répondu, non. Une femme. Que j'aime, mon père s'est levé sans un mot, ma mère a quitté la pièce en murmurant que j'étais fatiguée, et moi, je suis restée là, seule avec mon verre de vin blanc, les mains tremblantes, cette nuit-là, j'ai dormi chez Anaïs, pour la première fois, j'ai pleuré non de peur, mais de soulagement, parce que c'était dit, qu'une fois dit, on ne revient pas en arrière. Je croyais que le plus dur était passé, qu'une fois la vérité dite, la honte tomberait d'un bloc, comme une vieille mue, mais je m'étais trompée, en réalité, ce n'était que le début, ma mère ne m'a pas rappelé. Ni le soir même, ni le lendemain, elle a fait ce qu'elle fait toujours quand la réalité la dérange. Elle a nié, une semaine plus tard, elle m'envoyait une invitation par la poste, comme si de rien n'était, pour un déjeuner entre filles avec les cousines, chez la durée, pas un mot sur Anaïs, pas un mot sur ce que j'avais dit, mon père, lui, m'a appelé, 3 jours après notre discussion. Il m'a convoqué au golf de la Tour de Salvani. Le lieu le plus codifié qu'il pouvait choisir, je me suis assise face à lui, dans la lumière verte d'un dimanche matin, avec mes lunettes noires pour cacher mes yeux fatigués, elle a parlé d'abord de la succession du grand-oncle Bernard, puis des nouveaux impôts sur les donations immobilières, et enfin, sans me regarder, il a dit « Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de salir le NOM. Je n'ai rien répondu, parce qu'au fond, je savais ce qu'il voulait dire, être de mon vallon, c'est suivre les règles, même celles qu'on ne comprend pas. J'ai raconté tout ça à Anaïs un soir, dans sa boutique fermée, autour d'un reste de gratin dauphinois. Elle m'a écouté en silence, le dos appuyé contre le vieux frigo. Tu savais que ça arriverait, non? A-t-elle murmuré. Je croyais qu'ils m'aimeraient plus que leur image. Elle a souri tristement. Les gens comme eux aiment leur reflet. Pas les failles. Puis elle a tendu la main, a effleuré la mienne, et m'a dit « Je ne veux pas être ton secret. » Claire. Ces mots m'ont poursuivi pendant des jours. Je ne voulais pas qu'elle soit mon secret. Mais je ne savais pas encore comment la rendre visible. Parce que tout, autour de moi, était bâti sur la discrétion. À eu cabinet. Mes associés s'adressaient à moi comme à une institution. Chez mes clients, je devais être l'élégance. La neutralité, la stabilité. Aimer Anaïs, c'était brisé. L'image. C'était renoncer à l'invisibilité confortable que j'avais mise des années à construire. Et pourtant, chaque fois que je m'éloignais d'elle, quelque chose en moi s'éteignait. Un soir, elle a disparu. Elle ne m'a pas prévenu. Elle a juste fermé boutique pendant 2 jours. Pas de message. Pas d'explication. Je suis passée devant chez elle, 3 fois dans la même journée. Tout était noir. La vitrine vide. Le 3e jour, j'ai glissé une lettre sous la porte. Quelques lignes griffonnées à la hâte. Je suis désolée. Je t'aime. J'ai peur. Mais je t'aime. Elle est revenue le lendemain soir. Elle m'a appelée, sa voix rauque, comme si elle avait pleuré longtemps. Je suis partie voir ma sœur, à Bayonne. Tu aurais pu me le dire? Je ne savais pas si j'allais revenir. Silence. Puis elle a repris, plus doucement. Tu me fais du bien, Claire. Mais tu me fais mal aussi. Parce que je te sens divisée. Et moi, je ne peux pas être la moitié de ton monde. Je me suis assise dans mon salon. Le parquet ciré brillait, les murs étaient immaculés, et pourtant, je me suis sentie sale. Sale de mensonges, de silence, de compromis. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon associé, maître Loison. Je veux me retirer du cabinet. Pas partir. Mais me mettre en retrait. Travailler à distance, prendre du recul. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Tu veux dire que tu prends une année sabbatique? Oui. Quelque chose comme c'est à elle a soupiré. Tu fais une crise de la cinquantaine, Claire? Non. Je tombe amoureuse. Silence. Puis il a simplement répondu. Alors tombe bien. Les jours suivants ont été étranges. Libérateurs. Inconfortable. J'ai vidé mes placards. Rendu les clés de mon bureau. Je n'ai gardé qu'un ordinateur portable, un carnet noir, et quelques affaires que j'ai entassées dans une valise sansonite. Un matin, j'ai toqué à sa porte. Elle m'a ouverte, les cheveux encore mouillés, en robe de nuit. Qu'est-ce que tu fais là?
Je viens vivre avec toi. Enfin, si tu veux bien de moi, elle m'a regardé. Longtemps, puis elle a ri. Un rire éclatant, presque douloureux, elle m'a prise dans ses bras, si fort que j'ai cru m'effondrer, vivre avec Anaïs. Ce n'était pas romantique, c'était étroit, bordélique, bruyant, le frigo faisait un bruit de moteur. L'eau chaude partait en 10 minutes. On n'avait pas de télévision, et le lit grinçait à chaque mouvement, mais je n'avais jamais été aussi heureuse, on riait, on cuisinait, on faisait l'amour dans la cuisine à 2 heures du matin, elle m'apprenait à pétrir la pâte. Je lui lisais des extraits du Code civil juste pour la faire rire, j'y découvrais un monde où tout était sens, contact, vrai, un monde sans costume, mais le passé ne me laissait pas tranquille, un jour. J'ai reçu une lettre de mon frère aîné, Renaud, 5 lignes, écrite avec la précision glaciale de l'homme d'affaires qu'il est. Père envisage de modifier certaines dispositions testamentaires, ta situation actuelle soulève des interrogations, appelle-moi. Je n'ai pas appelé, j'ai brûlé la lettre, mais je savais ce que cela voulait dire. Il pensait que j'étais folle, ou pire, influencée, et peut-être même que je méritais d'être exclue, je n'étais plus une valeur sûre. Je devenais un problème, ce soir-là, je me suis couchée contre Anaïs, la tête sur son ventre, les yeux grands ouverts, Si je te perds, je perds tout, ai-je murmuré, elle a caressé mes cheveux, lentement, Non, Claire. Si tu me perds, tu retrouves tout ce qu'ils attendent de toi, mais tu te perds. TOI.ET, je savais qu'elle avait raison, mais je ne mesurais pas encore à quel point ce choix allait me coûter. Je n'avais jamais compris à quel point l'argent pouvait être une arme, pas une arme évidente, comme une menace ou un chantage. Non. Une arme lente, silencieuse, ancrée dans chaque regard, chaque sous-entendu, chaque silence familial, scellé de Montvallon, on ne parle jamais d'argent. On le suggère, par une table en marbre héritée d'un oncle notaire, par une remarque sur un vin correct, à 90 € la bouteille, par un nom cité à demi-voix. Le neveu de la famille Castelette, tu sais, ceux qui ont les vignes à Pommard, et quand on aime quelqu'un qui n'entre pas dans ce monde, tout devient fragile, Anaïs a essayé de faire bonne figure, elle m'a dit, je n'ai pas besoin de leur approbation. Je veux seulement toi. Mais je sentais bien que quelque chose changeait. Elle devenait plus distante. Plus méfiante, un matin, elle m'a dit, entre 2 gorgées de café, « Tu sais que certains pensent sûrement que je suis avec toi pour ton nom, non ?» J'ai failli m'étouffer, Quoi ? Qui t'a dit ça ? Personne. Je le sens, elle a souri, mais c'était un sourire blessé, Tu crois que je suis venue te chercher pour ton portefeuille ? Non. Jamais. Mais, pourquoi tu me dis ça ? Elle a haussé les épaules, parce que j'ai vécu trop de méfiance. Et je veux pas qu'un jour, toi aussi tu doutes, j'y lui ai pris la main. Mais je ne savais pas quoi dire, parce qu'au fond, ce doute, ce poison, j'avais vu les autres l'insinuer, et j'avais peur qu'un jour, même sans le vouloir, je m'y laisse prendre, et l'attention a commencé à ronger notre quotidien, des petits riens. Des silences après mes appels, des regards, quand je rentrais trop tard, des colères étranges, quand je payais l'addition au restaurant, un soir, elle a explosé, Tu veux que je te dise ? Je me sens pauvre à côté de toi. Comme un accessoire. Une aventure bohème pour t'émanciper de ta famille. Je suis restée figée, puis j'ai dit, trop fort, c'est injuste, Anaïs. Tu crois que je sacrifie tout ça pour m'amuser ? Je crois que tu veux tout, moi, et leur regard. Et les deux ensemble. C'est impossible, elle est sortie sans un mot, claquant la porte si fort que les assiettes ont tremblé, j'y suis restée seule toute la nuit. J'ai bu 2 verres de Chablis. Puis un 3e, j'ai relu de vieux mails professionnels, comme pour me rassurer sur une version de moi que je ne comprenais plus, le lendemain. Elle n'était toujours pas rentrée, j'ai tenté de l'appeler. Pas de réponse, j'ai attendu jusqu'au soir, le cœur noué, puis j'ai décidé de monter dans ma voiture, j'y savais où elle allait quand elle fuyait. Au bord du Rhône, près de l'île Barbe, là où elle aimait marcher seule au coucher du soleil, j'y l'ai trouvée là, assise sur un banc, les bras croisés, le regard perdu dans l'eau noire, j'y me suis assise sans un mot, puis j'ai murmuré. J'ai peur de tout perdre. Et je crois que je suis en train de te perdre, toi, elle n'a pas bougé, mais sa voix était plus douce, presque cassée. J'ai peur aussi, De quoi ? De ne pas être assez, Tu le hais, silence, puis elle a tourné la tête vers moi, Prouve dash le et la semaine suivante, je l'ai emmené dîner chez mon oncle, dans le Vieux-Lyon, un vrai défi. Mon oncle Hubert, frère de mon père, ancien conseiller juridique à la Cour des comptes. Une institution sur pattes, elle a ouvert la porte, l'œil méfiant, elle nous a reçus dans son salon lambrissé, devant un foie gras artisanal et un château neuf du pape, il a posé des questions, Anaïs a répondu avec intelligence.
sans arrogance, avec une sincérité désarmante, quand elle a raconté comment elle avait tout quitté après une rupture douloureuse à Toulouse. Pour ouvrir sa boutique à Lyon avec 15 000 € et l'aide d'un microcrédit de la Banque Postale, j'ai vu mon oncle changer de regard. Peut-être pour la première fois, il écoutait vraiment à la fin du dîner, il la raccompagné à la porte et lui a dit « Vous avez du courage, mademoiselle. » J'espère que Claire en aura autant sur le chemin du retour. Anaïs a gardé le silence puis elle a posé sa tête sur mon épaule, dans la voiture Tu crois qu'un jour, ils m'accepteront? Je crois qu'un jour, ils ne pourront plus faire autrement elle a souri. Et j'ai su que je ne devais plus reculer mais le monde extérieur n'allait pas nous laisser tranquilles un matin d'avril. Anaïs a reçu une convocation du tribunal de commerce un fournisseur portait plainte contre elle pour rupture abusive de contrat elle n'avait pas vu venir l'attaque elle pensait naïvement que tout pouvait se régler par un appel elle s'est effondrée dans mes bras Je vais tout perdre, Claire. Le local, la boutique, tout j'ai repris mes réflexes d'avocate Non, tu vas te battre. Et je vais t'aider elle m'a regardé, les larmes aux yeux Et si tu perds ta réputation à cause de moi? J'ai pris son visage dans mes mains qui la gardent, leur réputation. Toi, je ne te perds pas. Je suis retourné au tribunal pour la première fois depuis mon retrait mais cette fois, ce n'était pas pour défendre un héritier inquiet de ses parts dans une SCI c'était pour elle pour nous ce jour-là, dans cette salle austère du palais de justice de Lyon, j'ai redécouvert qui j'étais pas une avocate glacée pas une fille obéissante mais une femme amoureuse. Debout pour celle qu'elle aimait dans le regard d'Anaïs, assise au fond de la salle, j'ai vu quelque chose. De nouveau, de l'admiration nous avons gagné le juge a conclu à une absence de clause formelle dans le contrat, et à débouter le plaignant Anaïs m'a sauté dans les bras sur les marches du palais. Elle riait, elle pleurait elle a murmuré, contre mon oreille. J'ai envie de t'épouser je me suis figé puis j'ai répondu. Moi aussi je ne savais pas si c'était une vraie demande, ou une déclaration d'amour impulsive mais ce soir-là, nous avons ouvert une bouteille de champagne pour la première fois depuis des mois, j'ai vu l'avenir devant moi pas flou. Pas dangereux lumineux mais la lumière, parfois, attire aussi l'ombre et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une ombre planait au-dessus de nous une décision. Une trahison une lettre, déjà en route, qui allait tout faire basculer. La lettre est arrivée un mardi matin, dans une grande enveloppe crème, marquée du cachet d'un notaire à Neuilly-sur-Seine. Je l'ai ouverte sans réfléchir, en buvant mon café, les pieds nus sur le carrelage froid de notre cuisine. Je n'ai pas lu tout de suite. Je suis resté bloqué sur l'entête. Étude maître Dominique Azoulay, succession, actes familiaux, patrimoine, puis j'ai reconnu l'écriture fine de mon père. Sur une note glissée dans l'enveloppe. Claire, tu comprendras pourquoi il a fallu le faire ainsi. Papa. Je me suis assise. J'ai lu le document en entier. Puis je l'ai relu. C'était un acte préparatoire. Un projet de testament, non encore enregistré, mais adressé, pour relecture et remarque, à tous les membres de la famille ayant un droit de regard sur la succession. À la page 3, noir sur blanc, cette phrase. Ma fille Claire, ayant volontairement choisi de s'éloigner du cadre familial et de ses responsabilités patrimoniales, ne sera bénéficiaire que d'un legs forfaitaire de 50 000 €, sans droit sur les parts de la SCI Mont-Vallon-Ny, sur les propriétés situées à Écully et Chamonix. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai lu encore. Le nom de mon frère, Renaud, comme légataire universel. Le détail des tableaux de maître. Les parts dans l'entreprise de négoce de vin fondée par mon arrière-grand-père. Tout effacé d'un trait. Comme si je n'avais jamais existé. Anaïs est entrée dans la cuisine. Elle m'a vu figée, le document entre les mains. Qu'est-ce que c'est? Rien. Une lettre de mon père. Elle s'est approchée. A pris la feuille. A lu. Puis elle m'a regardée. Les yeux ouverts de peur. Claire, je me suis levée. J'ai arraché la lettre. Et j'ai crié, ce n'est pas à cause de toi. Tu entends? Ce n'est pas ta faute. Elle n'a rien dit. Elle est sortie. Je suis restée seule toute la journée. Pas pour me calmer. Mais parce que je ne savais pas où aller avec cette douleur d'âge là. Je ne voulais pas qu'Anaïs voie cette version de moi. Déshéritée, humiliée, abandonnée. Je voulais être forte, digne, indépendante. Mais ce soir-là, je n'étais rien d'autre qu'une petite fille qui venait de se faire chasser de la maison. Quand elle est revenue, elle tenait un plat de lasagne maison, encore chaud. Elle l'a posé sur la table. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais aimé pour ton héritage. Mais je ne peux pas t'aimer à ta place. Je me suis effondrée. Les semaines suivantes furent troubles. Je travaillais à distance, quelques dossiers ponctuels. Mais je passais surtout mes journées à me battre avec des souvenirs. Je repensais à mon enfance dans la maison d'Écully.
Au week-end à Chamonix. Aux fêtes de Noël, où les femmes portaient du Chanel numéro 5 et les hommes fumaient des Havanes sur la terrasse. Tout cela me semblait appartenir à une autre vie. Mon frère m'a appelé. Bien sûr. Une fois. Une conversation brève. Tu ne peux pas lui demander de changer d'avis, Claire. Il se sent trahi. Trahi? Parce que j'aime une femme. Parce que tu refuses ton rôle. Et toi, Renaud, t'es heureux de prendre tout ce qui m'était promis? Ce n'est pas une question de bonheur. C'est une question de logique. J'ai raccroché. J'ai vomi dans l'évier. Un jour, Anaïs m'a proposé qu'on parte. Loin. Même quelques jours. Où? En Ardèche. J'ai un cousin là-bas, il tient un gîte à Saint-Andéol-de-Val. Nous sommes partis avec un sac, 2 pulls, et pas de plan. T'es là-bas, dans cette maison en pierre au milieu des collines. J'ai recommencé à respirer. On se baignait dans la rivière, on ramassait des mûres. Le soir, elle me lisait des poèmes de René Char, couchée contre moi sur le vieux canapé. J'y ai retrouvé un goût d'innocence. Une vie sans apparence. Un soir, autour d'un feu de bois, elle m'a dit « Je t'aime plus quand tu n'as rien. » J'y l'ai regardée, surprise. Pourquoi? Parce que là, tu ne portes plus ton nom comme un costume. Tu es Claire. Juste Claire. Je n'ai rien déité. Je me suis blotti contre elle. J'ai compris que j'avais été élevée pour être quelqu'un. Mais que j'étais en train d'apprendre à être moi. À notre retour à Lyon, quelque chose avait changé. Je n'avais plus peur. Pas qu'on me regarde. Pas qu'on me juge. Et surtout, plus peur de perdre ce que je n'avais jamais vraiment possédé. J'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec le notaire de mon père. Elle a accepté, par curiosité sans doute. Je suis entrée dans son bureau, très droite, tailleur beige, carnet à la main. Je suis ici pour faire valoir mes droits. Elle m'a regardé, interloqué. Mais, votre père expressément. Mon père peut rédiger ce qu'il veut. Mais le Code civil, lui, ne se modifie pas selon les préférences affectives d'un patriarche déçu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis prête à aller au contentieux s'il le faut. Je suis avocate et fille de cette famille. Je ne suis pas une variable d'ajustement. Le notaire m'a regardé longuement. Puis il a dit, plus bas, vous êtes sa fille. Il finira par céder. Mais au fond de moi, j'avais déjà compris que ce combat n'était pas pour l'argent. Il était pour ne pas disparaître. Quand je suis rentrée ce soir-là, Anaïs m'attendait avec une bouteille de blanc sec et un petit carton. Sur le dessus, une photo de nous, à Annecy. En dessous, une note, pour notre futur. Où que ce soit. Elle m'a tendu la main. On change de lieu? On change de vie, ai-je répondu. J'ai su que la suite n'allait pas être plus facile. Mais qu'elle serait à nous. Nous avons trouvé un petit appartement à Tournon-sur-Rhône, au-dessus d'un ancien cinéma transformé en centre associatif. Un 2 pièces modeste, aux murs blancs fatigués, mais baignés de lumière. Un balcon minuscule avec vue sur le fleuve, et une cuisine si étroite qu'il fallait se coller pour cuisiner à 2. C'était parfait. Anaïs avait besoin de recommencer. Elle avait vendu son fonds de commerce à une jeune chef venue de Dijon. Elle n'avait pas tiré grand-chose de la vente, mais assez pour respirer. Moi, j'avais décliné les propositions de retour au cabinet. Trop tôt. Alors, nous vivions simplement. Le matin, on descendait prendre un café au bar des sports. Elle m'apprenait les noms des oiseaux. Je lui racontais les procès célèbres de mon ancienne vie. On riait souvent. On se disputait aussi. Mais différemment. Pas pour fuir. Pour se rejoindre. Un jour, elle m'a dit, je veux ouvrir un atelier de cuisine solidaire. Ici? Oui. Pour les femmes seules, les mères isolées. Des ateliers gratuits. C'est magnifique. Elle a souri. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Écrire. Peut-être. Ou défendre les gens sans costume. Alors fais-le. C'était simple. Et pourtant, c'était la chose la plus révolutionnaire que j'avais jamais vécue. Un dimanche matin, nous étions au marché, quand je l'ai vu. Ma mère. A eu loin. Entre 2 stands. Le même manteau beige, la même posture droite. Elle n'avait jamais mis les pieds à Tournon. J'en étais sûr. Je suis restée figée. Elle aussi. Elle a fini par s'approcher. Lentement. Anaïs, à mes côtés, a serré ma main discrètement. Claire. Maman. Elle n'a pas regardé Anaïs. Pas encore. Ton père est tombé malade. Rien de grave, une infection pulmonaire. Mais, il parle de toi. Il regrette. J'ai senti une émotion monter, mais je l'ai retenu. Ce n'est pas à moi de revenir. Il le sait. Elle a enfin posé les yeux sur Anaïs. Bonjour. Bonjour, madame, a dit Anaïs, poliment. Silence. Puis ma mère a sorti un petit sac en papier craft. Ce sont des madeleines. Je les fais toujours quand je suis nerveuse. Je ne sais pas si vous aimez. Anaïs l'a remerciée, presque surprise. Et moi, j'ai compris.
Ce geste maladroit était une main tendue point après son départ. Anaïs est restée silencieuse point, puis elle a murmuré. C'est fou. Je crois qu'elle essaie point. Oui point. Tu penses qu'il essaiera aussi, ton père? Non. Mais il me reste toi. Et ça me suffit point à partir de ce jour. Ma mère m'a appelé une fois par semaine point DE courts appels. Sur la pluie, sur les cousins, sur une recette point jamais sur le fond point, mais c'était déjà une faille dans leur système. Une faille par où passait l'amour point. Anaïs a trouvé un local dans l'ancienne gare désaffectée, derrière la médiathèque point avec quelques bénévoles. Elle a monté son atelier point. Les premières femmes sont venues timidement point puis, en quelques semaines, elles étaient 15, 20, à découper des légumes, parler de leur solitude, rire en pelant des pommes de terre point. J.E. la regardait faire. Le cœur serré de fierté point. Elle n'était pas seulement la femme que j'aimais point, elle était une femme qui changeait le monde. Une assise, une source point. Et moi, je recommençais à écrire point des chroniques pour un site de justice sociale point. Des billets sur la famille, le droit, l'injustice point. Signé de mon vrai nom point. Une éditrice de Marseille m'a contacté point. Elle voulait faire un recueil point. J'ai dit oui, sans réfléchir point. C'était une nouvelle vie point. Pas spectaculaire, mais vibrante point. Une vie qu'on construisait à deux, sans plan, mais avec cœur point. Un soir d'été, Anaïs a ouvert un tiroir et m'a tendu un petit objet enveloppé dans du tissu point. Qu'est-ce que c'est? Ouvre point. À l'intérieur, une bague fine, en argent, sobre, ancienne point. Pas une bague de luxe. Une bague de sens point. Elle appartenait à ma grand-mère. C'était sa promesse à elle. Je veux que tu la portes. Pas comme une propriété. Comme un engagement point. J.E. les regardait, les yeux embués point. Tu me demandes en mariage? Je ne sais pas encore ce que je te demande. Mais je sais que je ne veux plus vivre sans Théo. J.E. lui ait pris les mains point. Alors on fera ça à notre façon point. On s'est mariés un 12 septembre, en petit comité, dans la salle municipale de Tournon, avec du vin de Saint-Joseph, des amis du marché, des femmes de l'atelier, ma mère, et même mon oncle Hubert, qui avait fait le déplacement depuis Lyon point. Pas de robe blanche point. Pas de photographe point. Juste nous deux, vêtus de lin et de lumière point. Pendant le discours, Anaïs a dit « Ce que j'ai aimé chez Claire, ce n'est pas son nom, ni son intelligence point. C'est sa lutte. Sa façon d'aimer sans savoir faire point. Elle m'a montré qu'on pouvait désobéir à tout, sauf à l'amour point. Je ne sais pas ce que pensaient les invités ce jour-là point. Mais moi, je me suis dit, c'est ça, la vérité point. Pas ce qu'on hérite point, mais ce qu'on construit hors du cadre point. Ce soir-là, après la fête, dans notre lit des faits, elle m'a soufflé. Tu sais ce que je veux maintenant? Dis-moi point. Une maison, un chien et un jardin point. Tu veux qu'on devienne deux petites vieilles? Oui. Deux petites vieilles qui ont survécu à tout ça point. G.R.I.T. J'ai dit oui. Encore point pour toujours point. Mais la vie, elle, ne dit jamais oui, sans condition point. Était la condition. Allait bientôt arriver point sous la forme d'un appel point. Était d'un choix que je ne voulais plus faire. L'appel est arrivé un mardi, en fin d'après-midi point. J'étais seule à la maison. Anaïs était à l'atelier, en train de préparer une session de pâtisserie avec un groupe de jeunes mamans. Il pleuvait. Le genre de pluie fine qui semble ne jamais vouloir s'arrêter point. Mon téléphone a vibré sur la table point. Numéro masqué point. J'ai hésité. Puis j'ai décroché point. Claire de Montvallon? Oui point. Ici l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon. Votre père a été admis ce matin aux urgences. Il a fait un AVC. Il est conscient, mais confus. Il a demandé à vous voir point. J'ai eu un moment de blanc point, comme si le sol s'éloignait point. Est-ce qu'il est? Il est stable, pour l'instant. Mais ce serait bien de venir rapidement point. J'ai raccroché point. J'ai regardé le mur blanc du salon, le panier à linge qui débordait, la tasse de thé tiédi sur la table point. Puis j'ai respiré profondément point. J'ai appelé Anaïs point. C'est mon père. Il veut me voir point. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Pas tout de suite. Je crois que je dois y aller seul point. Le trajet jusqu'à Lyon m'a semblé irréel point. Chaque rue que je reconnaissais me ramenait à une autre version de MOI point. Est la femme obéissante. La fille silencieuse. L'avocate parfaite point. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a conduite jusqu'à la chambre point. Elle était là. Amaigrie. Branchée à une perfusion point. Les yeux ouverts. La bouche légèrement tordue point. Mais il m'a reconnue point. Claire, sa voix était rauque. Presque brisée point. Je me suis assise à côté de lui point. J'ai posé ma main sur la sienne point. Elle n'a pas retiré la sienne point. Nous avons parlé pendant presque une heure point. Pas de grandes phrases. Pas d'aveu théâtraux point, mais il m'a regardé, longtemps. Puis il a dit, je t'ai perdu point. J'ai eu envie de répondre. Non, c'est moi qui ai été chassé point. Mais je n'ai rien déhité point. Je l'ai laissé parler point. J'ai eu peur que tu détruises ce qu'on a construit point. Ce que vous avez construit, papa. Pas moi point.
Et maintenant? Tu es heureuse? Je l'ai regardée dans les yeux. Oui. Enfin. Elle a fermé les yeux. Un silence. Puis il a murmuré. Elle te rend meilleure. C'est là que j'ai compris. Elle n'acceptait pas. Mais il voyait. Parfois. Voir suffit. Je suis restée à Lyon quelques jours. J'ai dormi chez mon oncle Hubert. Et ma mère m'a rejointe à l'hôpital. Nous n'avons pas parlé d'Anaïs. Ni du passé. Mais elle m'a tendu un thermos de soupe chaude un matin, en disant simplement. Tu dois manger. C'était, à sa façon, un pardon. Quand je suis rentrée à Tournon, Anaïs m'attendait devant la gare. Elle portait ce vieux manteau que j'aimais tant, celui avec les coudes usés. Je suis descendue du train, fatiguée, vidée. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste prise dans ses bras. Viens, on rentre. Ce soir-là, dans notre petit appartement, elle a cuisiné une soupe de lentilles. Tu te rends compte que tu es retourné là-bas, et que tu n'as pas perdu ta place ici? Je l'ai regardé. J'ai dit. J'avais peur que ça efface tout. Rien ne peut effacer ce qu'on a. Elle m'a tendu une cuillère en bois. Goûte. J'ai goûté. C'était parfait. Comme nous. Les jours ont repris. Le calme, les petits gestes, la vie simple. Mais je sentais que quelque chose grandissait en moi. Une idée. Un désir. Un matin, je lui ai dit, et si on adoptait? Elle m'a levé les yeux, surprise. Un chien? Un enfant. Elle a éclaté de rire. Puis elle a compris que je ne plaisantais pas. Tu veux vraiment ça? Oui. Pas tout de suite. Mais, je crois que je suis prête à donner ce que je n'ai pas reçu. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, on pourrait. C'est comme ça qu'un nouveau rêve est né. Pas un rêve flamboyant. Un rêve possible. Adopter. Ou accueillir. Ou simplement aimer au-delà de nous deux. Mais avant ça, il fallait encore tourner une page. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation du notaire. Une mise à jour testamentaire. Mon père, toujours affaibli mais lucide, avait demandé à modifier certains termes. Là, dans les lignes nouvelles, j'ai lu. Je reconnais que ma fille Claire a suivi un chemin que je n'ai pas compris, mais qu'elle a fait preuve de courage et de droiture. À ce titre, elle recevra une part équitable, conformément à la réserve héréditaire. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Mais c'était une reconnaissance. Pour moi, c'était suffisant. Je suis sortie du bureau du notaire, le cœur apaisé. J'ai appelé Anaïs. C'est réglé. Il t'a rendu justice? Il m'a vu. Alors on peut commencer la suite? Oui. On peut. C'est ainsi qu'on a commencé à chercher une maison. Pas une villa, pas un domaine. Une maison avec une cuisine ouverte. Un jardin où planter des tomates. Une pièce en plus, pour plus tard. On en a visité 5. La 6e était parfaite. Un vieux mas rénové à Saint-Romain-de-l'Air. Vue sur la vallée. Un cerisier dans le jardin. On a signé le compromis un jeudi de novembre. Le lendemain, Anaïs m'a dit, je crois que j'ai envie d'un enfant. Pas plus tard. Maintenant. Je l'ai regardé, le cœur battant. Alors faisons le. On ne savait pas encore par où commencer. Mais on savait que ce qu'on allait bâtir serait à nous. Contre tout. Avec tout. Ensemble. La procédure d'agrément a pris 9 mois. 9 mois à compiler des justificatifs, rencontrer des psychologues, des assistantes sociales, assister à des réunions collectives dans des salles municipales un peu tristes. Mais nous y sommes allés ensemble. Toujours. Anaïs, avec sa franchise désarmante. Moi, avec mes classeurs bien rangés et mon air d'ancienne avocate rassurante. Un jour, une psychologue nous a posé cette question, les yeux dans les yeux. Pourquoi voulez-vous accueillir un enfant que vous n'avez pas conçu? Anaïs a répondu la première. Parce qu'on sait ce que c'est, de ne pas rentrer dans les cases. Et moi, j'ai ajouté. Parce que j'ai mis 47 ans à trouver ma place. Et que si je peux en donner une à quelqu'un d'autre, je le ferai. La psychologue a noté quelque chose, sans rien dire. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni pitié, ni doute. Il y avait de la confiance. Un matin d'avril, nous avons reçu l'appel. Une petite fille. 3 ans. Placée d'urgence. Pas d'antécédents médicaux graves. Elle s'appelle Nord. Vous pouvez la rencontrer mercredi, à Valence. Anaïs m'a regardé. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. On va être 3? Oui. On va être 3. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vue. Une petite fille aux cheveux crépus, avec une robe trop grande et des yeux immenses. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle nous observait, silencieuse. Anaïs s'est accroupie, lui a tendu un petit sablé qu'elle avait fait elle-même. Il s'appelle Câlin, celui-là. Tu veux le goûter? Nord l'a pris. Très lentement. Elle l'a senti. Puis elle a murmuré, il est doux? Il est comme toi, a dit Anaïs. Doux mais fort. Les visites se sont succédées. Peu à peu, Nord a commencé à nous appeler les grandes. C'est les grandes qui viennent aujourd'hui? Les grandes m'ont apporté un dessin.
Je dors chez les grands bientôt. Et un jour, ce fut oui. Le juge a validé le placement long. Et quelques mois plus tard, l'adoption simple. Nord est rentrée chez nous avec un petit sac en plastique et 3 livres. Et un sourire timide. Les premières semaines furent chaotiques. Crise de larmes. Cauchemars. Refus de manger. Mais Anaïs avait une patience infinie. Et moi, j'apprenais chaque jour à désapprendre ce que j'avais cru savoir. Un enfant n'est pas une case à remplir. C'est un mystère qu'on accompagne. Nord adorait jardiner. Elle passait des heures à creuser la terre, planter des graines. Un jour, elle m'a dit: Claire, tu crois que si je mets une graine de maman, ça pousse? J'ai senti ma gorge se nouer. Peut-être, Nord. Peut-être que ça pousse très doucement, dans le cœur. Elle a souri. Alors j'en mets 2. Une pour Anaïs, une pour Théoi. Ma mère est venue nous voir au printemps suivant. Elle est restée 2 jours. A aider Nord à faire un gâteau au yaourt. Elle ne disait toujours pas le mot couple. Ni épouse. Mais elle disait: Anaïs a beaucoup de talent. Et Nord a l'air heureuse. C'est l'essentiel. Parfois, c'est tout ce qu'on peut attendre. Mon père est mort l'année suivante. Paisiblement, dans son sommeil. Je suis allée à l'enterrement. Seul. J'ai pris la parole. J'ai dit: Mon père m'a appris la rigueur. Mais c'est en lui désobéissant que j'ai appris l'amour. Personne n'a applaudi. Personne n'a protesté. Mais mon frère m'a serré dans ses bras à la sortie. Ce fut une forme de paix. Aujourd'hui, Nord a 8 ans. Elle court dans le jardin, crie contre les escargots, lit des livres sur les étoiles. Elle dit à tout le monde: Moi, j'ai 2 mamans. Une qui fait du pain. Et une qui écrit sur la vérité. Anaïs a transformé l'atelier en coopérative. Elles sont 3 maintenant à gérer les cours. Parfois, elle me laisse goûter ses créations avant tout le monde. Et moi, je la regarde comme au premier jour. Quand elle avait ouvert sa porte, rue des Capucins, à Lyon. Quand elle m'a dit: Vous allez bien? Vous avez failli vous tuer, madame. C'est elle qui m'a sauvée, en vérité. J'écris encore. Des textes courts, des récits de justice intime. Une maison d'édition a publié mon premier recueil. Ce que les autres n'ont jamais su. Le titre m'est venu une nuit, après avoir bordé Nord. Parce qu'il résume tout. Tout ce que j'ai caché. Tout ce que j'ai fui. Tout ce que j'ai aimé. Enfin. Si je devais tout refaire, je referais tout. Même la douleur. Même les pertes. Même les silences. Car au bout du compte, j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu. J'ai gagné une femme. Une fille. Une maison avec des tomates trop mûres. Et la liberté de dire: J'aime. Simplement. Radicalement. Fièrement.